Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie d'être venus à cette rencontre au cours de laquelle nous allons vous exposer la situation sanitaire du département et les perspectives pour les semaines à venir. Ensuite, Madame Favreau, ici présente, la DAZEN, vous exposera ce qu'a été la rentrée scolaire. Et enfin, j'aborderai devant vous ce que seront les prochaines semaines au regard des règles applicables depuis le 11 mai. Avant de céder la parole à la directrice départementale de l'ARS et à M. Asgag, directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie, je tenais à vous témoigner de ma reconnaissance et de mes remerciements à vous toutes morbihanaises, à vous tous morbihanais. Je tenais en effet à vous remercier pour le sérieux exemplaire avec lequel vous avez respecté l'ensemble des mesures de confinement. Grâce à votre sérieux, à votre responsabilité individuelle et collective, le département du Morbihan est classé vert. De ce fait, nous avons entamé depuis lundi cette phase intermédiaire entre confinement et déconfinement qui doit nous conduire jusqu'au 2 juin, date à laquelle, en fonction de l'évolution de l'épidémie, nous pourrions aborder la seconde phase, celle d'un retour progressif vers la normale. La phase que nous avons entamée dès ce lundi 11 mai se veut progressive, territorialisée et réversible. Progressive car le virus est encore parmi nous. Nous le véhiculons dans nos déplacements, dans notre vie de tous les jours. Il s'agit donc de s'approprier jour après jour cette nouvelle forme de vie, celle qui nous conduit à nous protéger et à protéger les autres en respectant les gestes barrières, en portant le masque lorsque la distanciation physique n'est pas possible. Cette phase, qui conditionne la suivante, à compter du 2 juin prochain, sera aussi territorialisée au niveau du département, bien sûr, mais plus probablement, comme au début de l'épidémie, au niveau communal, voire intercommunal. La multiplication des tests et l'obligation qui nous est faite, comme le rappelait encore hier le chef de l'État, de respecter un délai maximum de 24 heures entre le test, l'analyse et l'information, nous permettront d'aller vite dans nos décisions. Cette phase, enfin, sera réversible. En effet, ce sont nos pratiques, notre responsabilité individuelle et collective, notre envie de ne pas replonger dans une nouvelle période de confinement qui vont tempérer nos envies d'aller trop vite, d'aller trop loin, dans nos envies de retourner, de retrouver nos amis et de faire la fête. C'est à vous toutes et tous, enfants, lycéens, étudiants, parents, frères, sœurs, grands-parents, amis et collègues, à qui je m'adresse. Comme pour la première phase, nous allons réussir, grâce à notre comportement responsable, à freiner, voire interdire la diffusion de ce virus qui a malheureusement fait 84 morts dans notre département. Nous nous sommes fait confiance, il n'y a aucune raison de ne pas le faire encore pour cette phase cruciale qui déterminera ce que seront les semaines et les mois à venir, post-2 juin 2020. Sans plus attendre, je cède la parole à la directrice de l'ARS, puis M. Asgag, directeur de CPM, afin que l'un et l'autre vous exposent ce qu'est la situation sanitaire du moment et ce que sera le traitement adapté à cette phase jusqu'au 2 juin. Claire. Bonjour, Claire Mouzelec-Cabouche, directrice de la délégation départementale de l'ARS. Avant de vous expliquer la phase de confinement, je vais vous exposer la situation où nous sommes aujourd'hui, la situation sanitaire. Donc, comme vous le disait Monsieur le Préfet, nous comptabilisons depuis le début de la crise 649 cas testés positifs au Covid-19, sans bien évidemment compter tous les cas des personnes qui n'ont pas eu de test sur cette période. La moyenne d'âge des personnes qui ont contracté le virus et qui ont été testées est de 62 ans. Aujourd'hui, les retours à domicile ne cessent d'augmenter puisqu'on comptabilise plus de 340 retours à domicile des personnes qui ont été hospitalisées, sans compter celles qui n'ont pas été hospitalisées et qui ont été suivies à domicile. Le nombre d'hospitalisations continue de diminuer, même si nous constatons qu'il reste élevé dans le Morbihan par rapport à ce qu'on peut constater dans les autres départements bretons, puisqu'il y a encore 16 personnes en réanimation, dont 6 qui viennent du programme EVASAM et 40 qui sont hospitalisées en hospitalisation plus conventionnelle. On constate également un nombre de passages aux urgences qui atteint un plateau relativement bas, même si
on constate quelques petits sursauts cette semaine et, comme le disait Monsieur le Préfet, 84 décès sont à déplorer à l'hôpital depuis le début de cette crise, auxquels on rajoute 12 décès en EHPAD et 6 autres décès dans des structures médico-sociales. Depuis le début de la crise, 22 structures médico-sociales ont déclaré au moins un cas Covid, que ce soit un résident ou un personnel dans le département du Morbihan. Parmi ces 22 EHPAD, on en dénombre 10. Parmi ces 22 établissements médico-sociaux, on dénombre 10 EHPAD et un établissement accueillant des personnes en situation de handicap, ce qui est à mettre au regard au plus des 300 structures qui composent le département. Comme vous le savez, la première période de la crise a nécessité une réorganisation du système de santé dans sa globalité. On a beaucoup parlé de la déprogrammation dans le système hospitalier, on a beaucoup parlé de l'adaptation des lits en réanimation. On a un peu moins évoqué l'organisation qui s'est mise en ville, qu'ont souhaité mettre en œuvre les médecins et les infirmiers, parce que de nombreuses organisations se sont mises en place sur le département et que nous avons également pu accompagner. Il y a également eu un travail assez important et très important avec le conseil départemental que nous avons mené auprès des établissements pour personnes âgées et pour personnes en situation de handicap, identification des structures les plus fragiles, renfort en personnel pour celles qui ont rencontré des difficultés dans la prise en charge des cas Covid. Et évidemment, ce travail aujourd'hui se poursuit puisque nous abordons aujourd'hui cette phase de pré-déconfinement qui entraîne aussi beaucoup de questionnements dans ces structures qui accueillent des personnes vulnérables. Donc, comme je vous le disais, l'enjeu de la période, c'est une reprise progressive, une reprise très précautionneuse, responsable, mais tout en maintenant une organisation qui permettra de prendre en charge des cas Covid si nécessaire. Donc le principe aujourd'hui qui est le nôtre, c'est un principe de protection. Monsieur le Préfet le rappelait, et il est important de rappeler les gestes barrières, de rappeler les gestes de distanciation. La phase qui s'ouvre à nous, elle s'appuie sur 3 piliers et sur 3 axes. Le premier, c'est celui du dépistage. Alors, qui aujourd'hui, depuis lundi, a accès au dépistage ? Toute population, toute personne aujourd'hui qui est symptomatique a accès au dépistage dans le département, en Bretagne et sur le territoire national, ainsi que les personnes cas contact élevés, à risque élevé de cette personne cas Covid. Je souhaite aussi insister sur un point, c'est qu'il est important que les personnes qui, lorsque le médecin leur prescrit un test, prennent rendez-vous avant de se déplacer, puisque le principe aussi de protection est un principe d'éviter au maximum les déplacements des personnes susceptibles d'être cas Covid. Donc aujourd'hui, nous menons également des campagnes de dépistage dans les établissements et dans les structures accueillant des personnes vulnérables. Depuis le début de la pandémie, bien évidemment, ces personnes faisaient l'objet de tests, mais depuis 3 semaines, nous menons des campagnes de dépistage massifs lorsque des cas se déclarent dans des structures médico-sociales accueillant des personnes âgées et des personnes handicapées. C'est comme ça que 314 personnels ont été testés dans les 3 dernières semaines et 181 résidents, de façon à constater la façon dont le virus circule dans ces établissements et de mieux prendre en charge les personnes. Donc comment on va tester ? On va tester avec des tests virologiques appelés tests PCR. Donc les évaluations de Santé publique France montrent que dans le département, nous devrions atteindre un seuil de 900 à 1100 tests jour. Aujourd'hui, nous en sommes loin puisque les chiffres qui me sont communiqués depuis le début de la semaine, on devrait être dans une fourchette de 400 à 500 tests pour la semaine et non par jour. Pour atteindre ces capacités de prélèvement, nous avons également sollicité Monsieur le Préfet pour autoriser le laboratoire départemental à réaliser des diagnostics de ces tests virologiques pour augmenter notre capacité départementale. Donc
aujourd'hui, nous avons une capacité de diagnostic en test qui est de 358 dans le Morbihan à 7 heures. Elle devrait monter à plus de 600 en début de semaine prochaine. Alors, où se font ces prélèvements pour les patients? Aujourd'hui, nous avons une quinzaine de sites de prélèvement dans le Morbihan. Je vous invite à télécharger l'application santé.fr qui vous permettra, soit en vous géolocalisant, soit en indiquant votre lieu de résidence, d'avoir la liste des laboratoires que vous pourrez contacter pour prendre rendez-vous, là aussi, pour être prélevé. Cette liste n'est pas encore complètement aboutie. Nous continuons à travailler avec les laboratoires du département pour éviter que les patients aient à se déplacer à plus de 30 minutes de leur domicile pour pouvoir être prélevés. Donc ça, c'était le premier axe, le dépistage. Le deuxième axe, c'est le traçage et le contact tracing dont vous avez aussi beaucoup entendu parler ces derniers jours. Donc, concernant le contact tracing, il y a 3 niveaux de contact tracing et ces 3 niveaux se passent sous la coordination de l'Agence régionale de santé. Pour autant, le niveau 1 et le niveau 2, que M. Asgag va vous présenter, sont sous le pilotage de l'assurance maladie et le niveau 3 revient au pilotage ARS avec Santé publique France. Donc, je vais laisser M. Asgag vous détailler le premier niveau. Merci Claire. Bonjour à toutes et à tous, Mohamed Asgag, directeur de la caisse primaire d'assurance maladie. Comme la directrice de l'ARS vous l'a dit, effectivement nous sommes partie prenante de ce dispositif à 3 niveaux. Les pouvoirs publics ont confié à l'assurance maladie le soin de réaliser ce traçage. J'insiste beaucoup parce que, vu de l'extérieur, on a l'impression que les choses sont simples parce qu'on les a rendues simples. Mais je dirais que le travail de l'État et de l'assurance maladie a fait que nous sommes dans un délai extrêmement rapide et opérationnel. Alors, ce premier niveau, je dirais, qui est de la responsabilité de l'assurance maladie, met aux prises un trio qui a l'habitude de travailler ensemble. Ça, c'est le point de départ. Le point de départ étant effectivement le médecin de famille, le patient et l'assurance maladie. Dans notre département, nous avons effectivement plus de 1100 professionnels de santé qui sont embarqués dans ce dispositif. Alors, le premier effectivement, trio fonctionne de la sorte. Le médecin qui reçoit son patient avec des symptômes qui sont relativement explicites, le fait dépister, et dès lors que cette personne est positive au Covid, eh bien, entreprend un certain nombre de questionnements qui peuvent, dans un premier temps, questionner sur la composition de la famille et éventuellement les cas contacts. Et il donne le relais ensuite à l'assurance maladie qui, dans les 24 heures, parce que là aussi le sujet c'est de travailler rapidement, dans les 24 heures, rappelle le sujet contact, confirme effectivement un certain nombre d'informations et surtout voit avec lui quelles sont les personnes qu'il a contactées dans les 48 heures qui précèdent les premiers symptômes. Voilà. En reprenant toutes ces informations de temps et de lieu, de manière à ce que effectivement on puisse très rapidement repérer les sujets qui ont besoin effectivement de se faire tester, les sujets qui ont besoin de se faire confiner, et tout ça en respectant 3 éléments. Le premier et l'essentiel pour l'assurance maladie, c'est le secret médical. Le secret médical, il est effectivement essentiel dans cette relation à 3. C'est quelque chose que nous maîtrisons depuis la création de la sécurité sociale, autant dire depuis pratiquement 75 ans, et que toute l'année, effectivement, nous mettons en œuvre, parce que globalement, les relations que nous avons entre professionnels de santé, patients et assurance maladie sont effectivement cadrées par ce secret professionnel, ce secret médical, parce que j'insiste beaucoup là-dessus, c'est vraiment des questions qu'on nous pose régulièrement. Le dispositif, c'est celui-là. Donc la caisse d'assurance maladie a effectivement une centaine de bénévoles qui sont en place, une plateforme d'une 50aine de personnes qui va effectivement œuvrer 7 jours sur 7, de 8h à 19h, et avec une présence le samedi et le dimanche, à disposition des professionnels qui envoient ces informations. Les informations recueillies sont effectivement montées très rapidement dans un outil qui s'appelle Covid-19, et ces informations-là, effectivement, remontent vers l'ARS et qui les exploite en 3e niveau. Donc voilà à peu près le dispositif tel qu'il se présente. Depuis le début, donc le 14, nous avons effectivement un certain nombre de signalements qui nous montrent que, malgré que nous soyons dans un département vert, qui nous montrent que le virus circule.
à bas bruit, certes, mais ils circulent. Alors, globalement, depuis le 14 mai, on a quand même recensé une dizaine de cas positifs, une quarantaine de cas contacts. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, on a 15 signalements. Donc ce qui veut dire qu'on est encore dans une séquence, je dirais, de confinement. On n'est pas encore dans l'après-confinement, et déjà nous avons effectivement un certain nombre de signalements. Alors les conseils que l'on donne sont très simples. C'est rappeler à la responsabilité individuelle, le concitoyen, rappeler au sens civique, parce que quand on est effectivement sujet contact, évidemment, on a sa propre santé qui est en jeu, mais surtout celle de ses proches. Et finalement, de dire qu'à chaque fois qu'il est possible, dans le respect effectivement de cette responsabilité individuelle, de ce secret médical, c'est de donner le maximum d'informations pour qu'on puisse effectivement casser la circulation donc, du virus qui, je le dis encore une fois, circule. Et on verra dans les semaines qui viennent si effectivement le dispositif qu'on a mis en place effectivement se révèle efficace. C'est vraiment un enjeu important pour l'ensemble de nos concitoyens. Je ne sais pas qui pense. Donc, comme vous l'a détaillé M. Algag, niveau 1, médecin généraliste, niveau 2, la plateforme de l'assurance maladie pour réaliser le contact tracing des cas Covid et de leurs cas contacts. L'ARS prend en charge le niveau 3. Alors, qu'est-ce que c'est le niveau 3 ? C'est une veille des chaînes de transmission à partir des données qui nous sont transmises par l'assurance maladie, de façon à détecter des cas groupés et éventuellement de revenir à des clusters comme nous l'avons connu dans le Morbihan en début de phase. Nous suivons également les cas dans les établissements et les structures pour personnes vulnérables, donc je citais tout à l'heure, personnes âgées, personnes handicapées, mais aussi écoles, établissements pour enfants. Enfin, il y a toute une liste d'établissements qui sont également sous la surveillance de l'agence. L'ARS est également en appui à la gestion du niveau 1 et du niveau 2. Donc ça, c'est une mission de surveillance, mais une fois que les cas sont détectés, nous en assurons aussi la gestion de ces cas. Donc nous sommes en responsabilité de ce contact tracing, et si jamais le cluster prend une taille un peu plus importante, on est en capacité de mobiliser des équipes d'intervention sur le lieu du cluster, comme cela s'est fait dans un autre département ces jours derniers. Et nous sommes également en mesure de proposer des mesures spécifiques de gestion et de mise en œuvre de ces clusters que, bien évidemment, nous aurons décidé de formaliser avec le préfet. Ça, c'était donc le deuxième axe de cette stratégie. Vous l'avez compris, l'objectif, c'est d'être réactif de façon à casser très rapidement les chaînes de contamination des personnes résidant dans le département. Le troisième pilier, après le dépistage et le traçage, c'est lorsque la personne est identifiée cas Covid, c'est son isolement. Donc l'isolement principalement, bien évidemment, à domicile, mais avec la possibilité, donc là organisée par Monsieur le Préfet, d'avoir un isolement dans des structures dédiées pour des personnes cas Covid, soit qui ne pourraient rester à domicile, ou soit qui ne le souhaiteraient pas. Également la possibilité pour des personnes contacts qui n'auraient pas déclaré le virus de pouvoir être mis à l'isolement en dehors de leur domicile. Donc voilà les trois axes sur lesquels s'appuient les mesures de déconfinement. Merci beaucoup. Je vais céder la parole à Madame Favreau qui va vous faire un point sur ce qu'a été la rentrée scolaire qui a débuté à compter de lundi, d'abord pour les professeurs. D'abord, je veux saluer aussi l'ensemble du monde enseignant qui, dès le début de la crise, a permis au personnel soignant de pouvoir prendre en charge leurs enfants en scolarité. Donc, je les remercie très vivement. Et je cède la parole à Madame Favreau. Françoise Favreau, inspecteur d'académie. Merci Monsieur le Préfet d'avoir eu ces mots de remerciement. Effectivement, le département du Morbihan, les enseignants du département du Morbihan étaient exemplaires dans l'accueil des personnels soignants et plus généralement tous ceux qui ont été inscrits dans la liste des personnels prioritaires pour la gestion de crise.
dans des lieux nombreux, répartis sur l'ensemble du territoire, et qui ont permis aux familles de trouver en proximité une réponse. Alors maintenant, nous sommes nous aussi dans la phase de la reprise, et je vais essayer de vous exposer un petit peu la méthodologie de travail, puisque finalement, nous travaillons en tricotant plusieurs fils. Nous faisons du jacquard, en quelque sorte. D'un côté, la demande des familles. La demande des familles, dont nous avons dit que nous l'étudierions prioritairement en fonction de 3 niveaux, grande section, CP, CM2, en tout cas pour cette première partie, ces premières semaines, ces 2 premières semaines. Et puis, d'un autre côté, les capacités des locaux, puisque réduisant l'accueil des enfants à 15, néanmoins, il y a des considérations à prendre pour la demi-pension, pour les circulations, pour les sanitaires. Donc, on croise ces 2 données, déjà la demande des familles, les locaux, la possibilité d'accueil dans les locaux. Et nous croisons une troisième demande, et un troisième indicateur en quelque sorte, qui sont la capacité des personnels à pouvoir être sur place. Nous avons des collègues qui font du télétravail actuellement, qui continuent l'enseignement à distance parce qu'ils ne peuvent pas physiquement rejoindre les sites, étant eux-mêmes des personnes fragiles. Donc, pour chacune des écoles se dessine un potentiel d'accueil des élèves, qui peut être la totalité des demandes dans certaines écoles, ou au contraire, une partie simplement des demandes dans certaines autres écoles, et qui va donc induire une organisation pédagogique entre des écoles où les élèves vont pouvoir tous être accueillis tout le temps. Nous avons à peu près 20% des écoles, je parle pour le réseau public et le réseau privé, 20% des écoles qui vont accueillir tous les élèves dans l'état actuel de la demande des familles, tout le temps, c'est-à-dire les 4 jours de classe. D'autres écoles dans lesquelles on va travailler par alternance, soit lundi, mardi et puis jeudi, vendredi, ou des alternances croisées, lundi, jeudi, mardi, vendredi. Voilà, donc on a plusieurs cas de figure. Les enseignants à 80% sont présents actuellement dans les écoles avec les élèves. 20% sont malheureusement, et c'est bien involontaire de leur part, tenus éloignés des écoles. Et cela a donc des conséquences d'organisation pédagogique. D'abord parce que lorsqu'un enseignant n'est pas présent physiquement, il faut trouver quelqu'un qui va prendre en charge sa classe. Il faut aussi que les élèves qui ne sont pas accueillis continuent à être accompagnés pour les semaines à venir dans leurs enseignements. Donc, localement, dans chaque école, les conseils des maîtres se sont organisés pour assurer un accueil des élèves demandeurs dans les capacités possibles, et puis à tricoter aussi un accompagnement des élèves pédagogiques en voyant qui prend en charge les élèves à distance, comment on s'occupe des élèves de la classe, lorsqu'on fait classe soi-même enseignant, qui continue à accompagner les élèves qui sont à la maison, et ils ont inventé localement beaucoup de réponses qui sont d'ailleurs très variées et très dépendantes du contexte de l'école. Donc je vais vous donner maintenant quelques chiffres globaux, mais qui recouvrent des disparités bien évidentes et bien compréhensibles quand je vous ai exposé ces éléments, donc qui peuvent varier d'une école à l'autre et faire penser que ces chiffres moyens ne recouvrent évidemment pas la réalité de l'école de tel ou tel parent qui lira ce compte-rendu. Alors, on attendait environ 44% de l'effectif des écoles, puisque nous avions recensé la demande des familles. Finalement, on a 30% des élèves de maternelle qui vont être accueillis, et beaucoup plus en élémentaire, de l'ordre de 52%. C'est la première donnée sur les 3 semaines qui nous emmènent jusqu'au 2 juin. C'est la première image que nous avons. Avec donc, je l'ai dit, 80% des enseignants qui travaillent en présentiel et 20% qui travaillent à distance, donc 3429 enseignants actuellement au service des élèves, auprès des élèves et des familles. L'organisation, d'abord, toutes les communes qui travaillent sur 4 jours et demi ont demandé un retour sur 4 jours qu'évidemment on a facilité
pour des raisons évidentes de mise en œuvre du protocole sanitaire. Ça évite un jour de nettoyage, ça permet une désinfection très approfondie le mercredi. Voilà. Et ça permet aussi, les ALSH ont été ouverts en parallèle par les maires, toujours très efficace et dans l'accompagnement de ce qui peut être fait pour les écoles. Donc les 8 communes sont revenues à 4 jours. Nous avons aussi à envisager l'extension du retour des élèves, et donc, parce que la demande de reprise des familles, elle est là. Donc nous avons travaillé, nous travaillons, donc les inspecteurs travaillent avec les maires localement pour mettre en place un dispositif qu'on baptise 2S, 2C, sport, santé, culture et citoyenneté, autrement dit des activités qui pourraient être organisées sous la responsabilité de l'éducation nationale, mais avec des structures municipales, on va dire une sorte je ne dirais pas d'accueil de mineurs, mais avec des activités culturelles, sportives, scientifiques, numériques, qui permettent d'accueillir les enfants qui ne peuvent pas être pris à l'école, de façon à satisfaire la demande des familles lorsqu'elle excède nos capacités d'accueil des enfants, avec un apport culturel et donc une valeur ajoutée importante donc dans l'organisation qui est trouvée. Donc nous avons des conventions qui sont en cours de signature avec les mairies, puisqu'actuellement j'ai 16 mairies qui travaillent en lien avec nous sur ce dispositif. Je pense qu'il y en aura d'autres, et plus la demande des familles va croître, plus j'imagine que des maires vont trouver avec nous les modalités d'organisation pour mettre en place ce dispositif complémentaire à l'accueil en présentiel dans les écoles. Voilà, alors on a le point sur les écoles, mais je vais me projeter pour la semaine prochaine. Nous sommes en pré-rentrée dans les collèges et nous accueillons, la semaine prochaine, nous attendons nos élèves de 6e et de 5e. Donc là aussi, les familles ont été questionnées. Il y a eu un énorme travail qui a été conduit avec le conseil départemental pour la réflexion sur la demi-pension, ce même travail énorme qui a été fait avec les maires, nous l'avons fait avec le conseil départemental et les services du conseil départemental de l'éducation pour organiser la demi-pension et évidemment l'utilisation des locaux de l'établissement avec les principaux de collège, bien évidemment, les équipes gestionnaires et évidemment le personnel donc, du conseil départemental qui assure la demi-pension et l'entretien des locaux. Donc, dans les collèges publics, on n'a pas encore tout à fait le résultat, puisqu'on a encore un nombre important d'établissements qui n'ont pas fait connaître le nombre d'élèves, mais nous savons que la demande est importante. Nous accueillons les 6e et les 5e. Probablement, nous allons fonctionner quasiment partout sur un modèle d'alternance, c'est-à-dire 2 jours aussi. Dans certains collèges, on envisage de ne pas travailler le mercredi matin parce que ça économise un transport, ça facilite le nettoyage. Là aussi, il faut faire l'adéquation entre la demande, les locaux, le personnel disponible sur site mobilisable pour faire effectivement le nettoyage des locaux. Donc pour certains collèges, j'ai accordé l'autorisation de ne pas travailler le mercredi matin, puisque c'est 3 heures de cours quelquefois, et ce sera plus simple de continuer en télétravail. Voilà, en télétravail, excusez-moi, en enseignement à distance. En enseignement à distance, voilà. Donc nous conservons un enseignement à distance pour l'ensemble des élèves qui ne sont pas accueillis, et c'est tout l'enjeu de marier les 2 types d'accueil, enfin de suivi des élèves, entre un accueil physique et un suivi à distance opéré par les professeurs et l'ensemble des personnels qui concourent au suivi des élèves dans les écoles et les collèges. Voilà. Merci beaucoup Madame Favreau. On passera aux questions enfin pour la partie sanitaire et la partie éducative. Avant de céder la parole à Monsieur le Président de l'Association des maires, dont je saluais l'engagement au quotidien, à nos côtés, aux côtés des services de l'État, aux côtés des populations, sur l'ensemble des sujets. Nous formons vraiment un binôme qui est assez remarquable et assez pertinent dans le travail
et ce qu'il produit sur le terrain. Je tenais quand même à nouveau remercier évidemment l'Éducation nationale, les IEN, les personnels administratifs, les enseignants qui au quotidien, cette semaine, ont essayé de remettre en route une machine où il y avait des questionnements qui ont fait que parfois il y a eu des aléas, mais qui font qu'au fil de l'eau, la situation va s'améliorer. Et j'associe bien évidemment à ces remerciements l'ensemble des collectivités, que ce soit le département, bien évidemment, pour les collèges, mais aussi les communes qui ont, à travers l'ensemble de leur personnel, mis en place des systèmes qui permettent à la fois l'entretien, mais aussi l'optimisation des locaux et la prise en charge des enfants. Monsieur le Président, ce sont des maires. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit point sur l'usine invisible, qui est quand même une très belle réussite, et aussi le témoignage de ce que nous pouvons très bien faire dans le Morbihan, comme en Bretagne. Monsieur le Président. Merci Monsieur le Préfet. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, souligner, comme vous l'avez dit, l'engagement et le sens de la responsabilité des maires, des présidents de PCI aussi, parce qu'il faut souligner l'engagement de l'ensemble des élus, souvent dans des équipes restreintes pendant cette période de confinement, et surtout ne pas oublier de saluer les agents des communes, les agents des EPCI, qui pendant cette période de confinement depuis début mars, n'ont cessé de mettre leur énergie au service de ce dossier dont on n'avait jamais eu ni l'un ni l'autre l'expérience de la gestion, et il a bien fallu improviser. La deuxième chose que je voulais dire, c'était de saluer justement cette relation particulière que l'on connaît depuis le mois de mars avec les services de l'État, sous votre houlette, Monsieur le Préfet. J'ai un peu d'expérience dans le monde des élus. Je n'ai jamais connu ce genre de relation rapide, efficace, pragmatique entre les services de l'État, entre les municipalités, entre les intercos. Et vous l'avez dit, je pense que la situation, la crise nous obligeait à être dans ce système et dans ce fonctionnement. Merci, Monsieur le Préfet, d'avoir été systématiquement à l'écoute de l'ensemble des élus de ce département, d'avoir mis l'ensemble de vos services dans le même sens de l'organisation. On peut prendre quelques exemples intéressants où le Morbihan a plutôt été considéré comme avant-gardiste ou bon élève. Je pense au marché, quand on a mis en place ces dérogations sur les marchés. On est en train de travailler depuis quelques jours sur l'ouverture des plages. On a travaillé avec l'Éducation nationale sur la réouverture des écoles. Ce n'est pas des sujets faciles. Il y a eu une multitude de groupes de travail de mise en place dans des conditions pas faciles, puisque soit visioconférence, soit réunion téléphonique. Tout ça n'a pas été un frein, on a continué à travailler. Et moi, je n'ai qu'un souhait, c'est que après cette crise du Covid, eh bien, les relations entre les collectivités locales et les services de l'État continuent à fonctionner de cette façon-là, parce que, je vous dis encore une fois, c'est très agréable et très efficace ce mode de fonctionnement. Vous avez mis en place dès le début un groupe de travail nous demandant de réfléchir à des solutions alternatives. Dès fin mars, vous nous avez demandé de réfléchir à des solutions alternatives à la problématique des masques, puisque depuis le début, ces masques nous collent aux chaussures depuis longtemps, parce que c'est un dossier extrêmement compliqué. Et c'est comme ça qu'on a réuni avec les EPCI, avec l'ensemble des élus et les chefs d'entreprise qui étaient intéressés sur le sujet, un groupe de travail. On a travaillé tout d'abord sur les visières, avec la production de visières dans plein d'endroits du département. On était loin d'imaginer qu'il y avait autant d'imprimantes 3D sur ce territoire. On les a réunis. Ça a rendu beaucoup service, dans un premier temps, au service des hôpitaux et à toute l'équipe soignante. On a produit des visières dans ce cadre-là. Vous dire aussi qu'on est très surpris, après avoir réuni l'ensemble des entreprises concernées de près ou de loin à la capacité à s'intéresser à cette problématique de la protection individuelle. On a à peu près 60 entreprises dans le Morbihan qui, de près ou de loin, touchent à cette protection individuelle, soit sous forme de masque, soit sous forme, y compris de gel hydroalcoolique, puisqu'on n'en produisait pas un gramme dans le département, et aujourd'hui on est un des gros départements producteurs. On va avoir des machines à produire des masques dans quelques jours, ou c'est déjà en cours d'installation. Donc on n'en parle pas beaucoup, mais voilà, c'est vous montrer la réactivité du monde économique, l'agilité du monde économique, et vous verrez encore de nouvelles surprises avec des propositions d'entreprises. Et puis vous m'avez demandé de parler de l'usine invisible. On a été sollicité par des couturières professionnelles qui, comme beaucoup d'activités, étaient à l'arrêt depuis le début du confinement. On les a mis autour de la table, on a mis aussi les EPCI et l'ensemble des maires autour de la table, enfin ceux qui s'intéressaient au sujet, parce qu'on voit bien que ce concept de mettre
à produire des masques alternatifs suivant un cahier des charges particulièrement rigoureux avec un tissu de catégorie 1 pour, dans un premier temps, faire une commande publique capable de protéger l'ensemble des agents, mais aussi capable d'assurer les missions régaliennes des communes, c'est-à-dire la protection de nos personnes les plus fragiles sur les communes. J'entends toutes les personnes qui sont suivies par le CCAS. Et c'est comme ça qu'on a mis au point une commande publique d'à peu près un peu moins de 200 000 masques. Ça représente un chiffre d'affaires conséquent. Et on a lancé cette opération. Cette opération a reçu un retour très fort de l'ensemble des couturières professionnelles, mais aussi de plusieurs couturières volontaires. On a eu plus de 1250 candidatures de couturières volontaires dans ce département. C'est cette partie-là qui est la plus compliquée à mettre en œuvre. Autant les couturières professionnelles sont actives déjà depuis une dizaine de jours et ont fait leur première production la semaine dernière avec, dans un premier temps, compte tenu des aléas, à la fois des jours fériés, des problèmes d'approvisionnement et de transport, puisque la France ne fonctionne pas encore tout à fait normalement, eh bien on a quand même réussi à produire 8000 masques. On est cette semaine en train de produire à peu près 17 500 masques. Et la semaine prochaine, on arrivera à un rythme d'à peu près 20 000 masques. On a un peu de difficulté à mobiliser les couturières dites amateurs, puisque vous comprenez que dans un schéma d'économie sociale et solidaire, nous sommes obligés de travailler avec des contrats de travail. Et ces contrats de travail, c'est particulièrement compliqué à les mettre en œuvre. On va en mobiliser à peu près 100 ou 150 dans les prochains jours. Mais on n'arrivera pas à satisfaire, bien sûr, l'ensemble des couturières qui se sont portées volontaires. Mais déjà, ce bataillon de couturières professionnelles et amateurs, on arrivera sans aucun problème, en bout de quelques semaines, à satisfaire la commande publique. Voilà ce que je voulais dire, Monsieur le Préfet, pour faire ce petit point. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Donc, évidemment, c'est d'abord quelque chose d'assez magnifique de pouvoir mobiliser autant d'énergie, autant de volonté au profit de la population pour fournir des masques qui faisaient défaut, qui le font de moins en moins. Pour autant, ils sont essentiels parce que vous avez compris que l'épidémie de Covid-19 ne s'arrêtera pas demain et que les mesures barrières devront être pérennisées. Avant de clore ce chapitre et passer à un chapitre économique, je voulais d'abord remercier Patrick Vautier, le sous-préfet de Pontivy et l'ensemble de ses personnels, qui a organisé notamment et mis en place les 15 groupes de travail qui ont permis de débuter le déconfinement, mais qui a aussi organisé avec Madame la Dazen, Madame Favreau, la prise en charge des enfants, des soignants, dans la première phase de l'épidémie, ce qui a permis quand même à ce que nos soignants soient au sein des hôpitaux à l'œuvre, et je le remercie très vivement. La partie économique. Avant de brosser en quelques chiffres les contours de la situation économique, je tenais à très vivement donc remercier celles et ceux professionnels de l'industrie, du commerce, de l'agriculture, de l'artisanat, les chambres consulaires bien sûr, mais aussi les organisations professionnelles comme les organisations syndicales pour l'énergie déployée à défendre l'emploi, l'outil industriel, commercial, la pérennité des entreprises, qu'elles soient très petites, moyennes ou plus importantes. Merci et surtout bravo. Je tenais à témoigner aussi devant vous de ce magnifique sens de responsabilité. Par vos actions, vos travaux, l'adaptation de vos entreprises, de vos pratiques, vous avez permis de maintenir dans le respect de la sécurité sanitaire et de vos personnels une activité même partielle qui vous fait honneur et qui permet au plus grand nombre d'entre vous, toutes morbihanaises et tous morbihanais, de retrouver, pour ceux qui ne l'ont pas encore pu le faire, le chemin de vos ateliers, le chemin de vos commerces, le chemin de vos usines, de vos champs comme de vos chantiers. Merci beaucoup et encore bravo. Comme vous le savez, la préfecture a, dès les premiers jours de la crise sanitaire, mis en place une organisation originale visant à fédérer les énergies afin de limiter les effets de cette pandémie sur l'économie. Je remercie d'ailleurs très vivement le sous-préfet de Lorient, Pierre Clavreul, son équipe, les collègues préfets à la retraite et aux fonctionnaires qui se sont spontanément joints à nous, ainsi que des chefs d'entreprise et communicants qui, bénévolement, nous ont également rejoints pour nous aider et dynamiser nos actions. Tous ont permis de faire connaître et déployer dans de bonnes conditions l'ensemble des dispositifs de soutien à l'économie, qu'ils en soient très vivement ici remerciés. Les entreprises morbihanaises ont pleinement bénéficié de l'ensemble des dispositifs mis en place par le gouvernement. Je n'en citerai que quelques-uns, quelques chiffres que la Directe, la DDFIP et la Banque de France m'ont transmis. Alors, un exemple, la demande d'activité partielle reçue au 29 avril est de 11 563 établissements
98 206 salariés exactement sont concernés par cette demande d'activité partielle. Le nombre d'aides de fonds de solidarité mises en paiement au 7 mai 2020, donc 12 000 aides pour 15 millions d'euros, donc c'est extrêmement conséquent. Le nombre de prêts garantis par l'État accordés au 30 avril pour 3 903 entreprises, dont 3 575 TPE, pour un montant de 431,7 millions d'euros, dont 254 millions d'euros pour les TPE. Vous voyez que là aussi, et je sors d'une réunion, comme tous les vendredis, une réunion de l'ensemble du monde de l'économie, et on soulignait que le département du Morbihan était l'un des départements qui avait été les plus actifs sur la sollicitation des prêts garantis par l'État, et donc on peut s'en féliciter puisque ça permettra une sortie de crise plus rapide. La saisine de la médiation du crédit également, 94 dossiers déposés depuis le début de la crise et 11 nouveaux dossiers cette semaine avec un taux de réussite ou en tout cas de solutionnement de 60% environ. Ensuite, d'un nombre d'appels entrant à la cellule des entreprises en difficulté de la CCI, je salue également pour son investissement, 389 appels. Pour les entreprises accompagnées par la Chambre des métiers et de l'artisanat du 56, c'est 1385 accompagnements, extrêmement conséquents aussi, merci beaucoup à la CMA. Et des demandes auprès des différents services fiscaux, alors des demandes de délai de paiement et report d'échéance, ce sont 713 dossiers pour 14,3 millions d'euros. Des demandes de remboursement d'acompte d'impôts sur les sociétés ou les taxes et salaires, 270 demandes pour 1,2 million d'euros. Vous voyez que c'est extrêmement conséquent aussi. Et s'agissant de l'URSSAF, eh bien, on peut noter que dans ce département, les gens ont une certaine forme de grand civisme parce que c'est 55,2% d'encaissement qui ont eu lieu, ce qui est extrêmement important également en cette période de crise. Donc, bravo et merci à tous. La crise économique qui suit la crise sanitaire laissera des traces. Les entreprises vont probablement sombrer, beaucoup vont connaître des moments difficiles, mais elles vont s'en remettre. Nous avons lancé une vaste étude qui vise à réinternaliser des productions jusqu'alors délocalisées, souvent en Chine d'ailleurs. Il va nous falloir être réactifs, inventifs, souples et assurer le décloisonnement entre les métiers, entre les professions, afin d'assurer des formations, afin de permettre de retrouver au plus vite un emploi pour les uns et un employé pour les autres. Les services de l'État sont aujourd'hui et depuis le début de la crise très présents auprès de vous tous, auprès des entreprises, auprès des employés, auprès aussi des collectivités. Ils le seront dans la durée afin d'accompagner et aider celles et ceux qui en auront besoin aujourd'hui comme demain, comme après-demain. Les services de l'État comme Pôle emploi sont à la disposition des employeurs et des salariés afin de répondre à leurs attentes, bien évidemment. Cependant, le déconfinement étant progressif et les enfants des fonctionnaires de la préfecture comme de Pôle emploi et de nombreuses autres fonctions publiques n'étant pas prioritaires, eh bien, les rendez-vous en présentiel se font d'abord et avant tout sur rendez-vous, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'attente et qu'on ne reconstitue pas des files d'attente devant l'ensemble de nos établissements. L'agriculture morbihanaise, comme l'industrie agroalimentaire, et je salue l'investissement de mon secrétaire général, Guillaume Quenet, qui a été en charge et qui est toujours en charge du suivi de ces filières-là, sont de grands pourvoyeurs d'emploi, comme vous le savez, et ont bien résisté. Certains ont même réussi à développer une économie de proximité, un nouveau pan d'économie au sein de leurs entreprises, individuelles ou collectives. Et donc, bravo à celles et ceux qui nous ont permis aussi d'alimenter nos marchés, qui ont particulièrement bien fonctionné également dans le département, et ainsi alimenter la GMS qui avait du mal à s'approvisionner à l'étranger, bien évidemment. Et donc, les produits français, locaux, bretons sont venus remplir les rayons et on ne peut que s'en féliciter. Après ce rapide tour d'horizon de l'économie dans le département, je vais aborder à travers quelques cas concrets les différentes situations individuelles et collectives qui vous concernent, qui nous concernent toutes et tous. Je veux parler du transport, des plages, du nautisme, des commerces, des déménagements, du tourisme, de la pêche, de la chasse aussi, mais aussi de nos aînés. Alors, s'agissant des marchés, il y a eu une inversion de la règle. La règle avant le 11 mai, tout était interdit et il fallait une dérogation que le préfet accordait. Aujourd'hui, les marchés sont autorisés. C'est donc l'inverse, ils sont autorisés par principe, mais aussi la toise des 100 personnes qui pouvaient arpenter les étals a été supprimée. Les marchés sont ouverts pour la partie alimentaire, mais sont aussi ouverts à partir du 11 mai à l'ensemble des commerçants
qui étaient habitués à venir organiser leurs étals sur ces lieux de commerce indispensables à la vie de nos campagnes, mais aussi de nos villes. S'agissant de la sécurité routière, par exemple, une baisse assez significative du trafic, 80% sur nos routes, une baisse significative, comme vous le voyez. Pour autant, une accidentologie qui ne baisse que de 50%. C'est la preuve que nombre de nos concitoyens ont cru bon accélérer sur nos routes parce qu'il y avait moins d'activité. Et donc, ce sont énormément, mais probablement que ma directrice de cabinet tout à l'heure en parlera quand on traitera la problématique des forces de l'ordre. C'est aussi énormément de contrôles qui ont eu lieu de très grande vitesse. Les transports, il y a une nouveauté, puisque les textes nous disaient qu'en fait les transports interrégions ou au national devaient comporter des autorisations. Et là, je vous lis la décision qui nous est arrivée cette nuit. Confirmation que les conducteurs routiers de transport de marchandises et de voyageurs ne seront pas concernés par l'obligation de production de l'attestation pour les déplacements de plus de 100 km ainsi que de l'attestation de domicile. Vous voyez bien qu'il y a une simplification et donc on a un justificatif de déplacement professionnel qui existe et qui sera mis en ligne dès ce matin et qui permettra de simplifier les choses pour celles et ceux qui en ont besoin, mais généralisation de la suppression de cette autorisation pour les transports au niveau national au-delà des 100 km. S'agissant des plages, comme vous le savez, il y a eu un grand débat, de nombreux élus se sont manifestés, ont écrit au Premier ministre pour que les plages soient ouvertes. Eh bien, elles le sont, c'est depuis hier soir 15 communes qui en ont fait la demande pour qui nous avons ouvert 62 plages exactement. D'autres demandes sont en train d'arriver, mais le secrétaire général tout à l'heure pourra vous en parler brièvement. Donc en fait, il y avait plusieurs solutions, ouverture de plages dynamiques, ouverture de plages pour l'ensemble des activités. C'était laissé au choix des élus qui s'engageaient pour autant à pouvoir assurer la police, entre guillemets, sur l'ensemble de ces plages. L'idée quand même étant que ce n'est pas parce qu'on ouvre les plages qu'on veut aussi que le virus se propage plus aisément et que nous retombions dans une situation qui nous conduirait à ne pas pouvoir profiter de ce qui sera élargi à compter du mois de juin. S'agissant du nautisme, dans la même veine, après quelques atermoiements sur un texte, eh bien, c'est le préfet de département que je suis qui autorise les maires à ouvrir leurs ports. Hier soir également, j'ai signé un arrêté préfectoral qui autorise l'ouverture de l'ensemble des ports ou des cales, ou les deux, sur l'ensemble des ports du Morbihan, à l'exception des îles, qui fait l'objet d'un autre arrêté qui sera pris dans la journée en fonction des demandes des uns et des autres, sachant que dans les îles, certains maires n'ont pas souhaité ouvrir leurs ports et donc le nautisme. S'agissant des commerces, comme vous l'avez vu depuis lundi, les commerçants sont dans leur commerce, ils ont réouvert avec certaines précautions et j'ai pu me rendre sur place comme l'ensemble de mes collègues, probablement vous-même. Les commerçants sont d'abord extrêmement joyeux de retrouver leur clientèle, mais aussi de pouvoir retrouver leurs collaborateurs et donc on ne peut que vous encourager à aller en respectant les gestes barrières, bien évidemment, leur rendre visite et aller faire vos courses. Ils ont besoin de vous et nous avons forcément besoin d'eux. S'agissant des impôts, vous avez, comme vous le savez, jusqu'au 11 juin sur Internet pour pouvoir les déclarer, jusqu'au 12 sur les versions papier, et puis les déclarations automatiques qui concernent plus de 200 000 contribuables dans le département. Il suffit d'appuyer sur le clic valider pour pouvoir avoir finalisé sa déclaration d'impôt. S'agissant des hébergements touristiques, vous l'avez entendu, le Premier ministre l'a dit hier, les Françaises et les Français pourront partir en vacances cet été. Et donc, comme ils pourront partir en vacances cet été, ils pourront réserver eh bien, dès aujourd'hui l'ensemble des logements qui seront mis à leur disposition par différents moyens. Donc c'est une très bonne nouvelle pour le tourisme, c'est une très bonne nouvelle évidemment pour le département du Morbihan, le 5e département de France en termes d'affluence touristique. Donc on ne peut que s'en réjouir, bien évidemment, et je le dis, je le martèle, tout ceci évidemment en respectant les gestes barrières. Les loisirs, eh bien nous allons bientôt pouvoir retrouver les musées, puisque les musées du département seront à nouveau autorisés, les visites des châteaux également, sur autorisation préfectorale, mais la DRAC nous a dit qu'aucune de ces structures-là ne pouvait être interdite dans le département, donc il n'y a aucune difficulté. S'agissant du sport, il y a quelques questions, de nombreuses questions qui nous viennent
s'agissant du sport, il y a deux principes. Le principe, c'est que les sports collectifs sont pour le moment interdits. Donc toutes celles et ceux, présidents d'associations, de clubs, etc., qui veulent reprendre une activité sportive, s'il s'agit d'un sport collectif, il n'y a pas de question à se poser, ils sont interdits. Deuxièmement, il y a un deuxième principe, si les sports se déroulent dans un lieu clos, ils sont également interdits. Donc, ils sont tous autorisés, celles et ceux qui se pratiquent en plein air et qui sont individuels. Une petite incise, puisqu'il y avait une indécision ou en fait une description qui était parfois interprétée, les centres équestres. Les centres équestres, eh bien, ils sont considérés comme étant ouverts parce qu'on considère que les manèges sont suffisamment vastes pour ne pas être des espaces clos et donc les centres équestres sont ouverts. Pour autant, il y aura évidemment des travaux qui seront menés par la DDCS, évidemment pour informer celles et ceux qui ne seraient pas certains de pouvoir ouvrir ou fermer. On est évidemment à leur disposition. S'agissant des cultes, les cultes sont ouverts, à l'exception des célébrations qui ne pourront pas se tenir, bien évidemment, puisque je rappelle que la règle, c'est pas plus de 10 personnes sur un lieu public, et donc un lieu de culte est un lieu public, donc pas plus de 10 personnes au même moment. Sur la solidarité, donc là, je voulais parler également des mesures qui ont été prises, notamment pour les familles les plus fragiles, avec des aides particulières, des aides exceptionnelles de 150 € pour les bénéficiaires du RSA, de l'allocation de solidarité spécifique A2S, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité. Et donc, pour vous donner quelques exemples, pour les personnes seules ou un couple, elles percevront 150 €. Pour les foyers avec un enfant, 250 €. Pour les foyers avec 2 enfants, 350 €. Pour les foyers avec 3 enfants, 450 € et 4 enfants, 550 €. Les bénéficiaires d'une aide personnalisée au logement qui ne touchent pas le RSA, donc qui ne touchent pas le RSA ou la SS, bénéficieront d'une aide de 100 € par enfant en charge. Donc pour une personne seule ou un couple avec enfant, 100 € qui viendront alimenter donc, leur compte en banque. Pour les personnes seules ou un couple avec 2 enfants, 200 €. Pour un couple avec 3 enfants, 300 €. Et pour un couple avec 4 enfants, 400 €. Vous voyez que les aides sont conséquentes et apporteront une bouffée d'oxygène à celles et ceux qui rencontrent des difficultés. Bien évidemment, s'agissant des permis de conduire, auto, moto, bateau, cela reprend également. Alors évidemment, il y a une remise en jambe, entre guillemets, de l'ensemble des prestataires, puisqu'il faut remettre en œuvre les agendas. Pour autant, les cours et bientôt les examens pourront se dérouler. Donc il y a de prévu 1 à 2 semaines de remise en jambe pratique, théorique je dirais, puis après on attaquera la pratique et enfin les examens. Mais tout ça se met en route et ces activités sont autorisées. S'agissant des écoles, on en a parlé. Mais le BTP a repris à hauteur de un peu plus de 80% en Bretagne, du même niveau dans le Morbihan. Et je veux témoigner devant vous de ce que nous disait le BTP à La Réunion il y a quelques minutes encore. Eh bien, les entrepreneurs sont extrêmement contents d'abord de retrouver leurs collaborateurs, d'une part, de retrouver leurs clients, qui parfois sont celles et ceux qui hésitent à faire appel aux entreprises, qu'elles soient du BTP ou d'autres, de l'artisanat, en considérant qu'elles risquent de les mettre en danger. Je veux témoigner devant vous, pour avoir visité plusieurs chantiers, que l'ensemble des prestataires, qu'ils soient artisans, patrons de PME, etc., ou de plus grandes entreprises, ils prennent les précautions nécessaires qui ont été travaillées au niveau national, qui ont été validées par le ministère du Travail et qui permettent de ne pas mettre en danger, bien évidemment, l'ensemble des clients, qu'ils soient individuels ou collectifs. Enfin, la chasse également, puisque la chasse fait partie aussi de la vie de certains. La chasse est actuellement fermée, mais les perspectives sont les suivantes. Ce vendredi 15 mai doit ouvrir la chasse par vénerie sous terre au blaireau. Le 1er juin doit ouvrir la chasse aux sangliers, renards et chevreuils avec des modalités adaptées, approche, affût et battu avec 6 tireurs maximum. Le piégeage est autorisé en respectant les règles générales. Et le cas de dégâts avérés aux cultures agricoles, il y aura des battues administratives. S'agissant de la pêche de plaisance, la pêche de loisirs en tant qu'activité individuelle en plein air est praticable dans les respects des mesures générales en vigueur. Donc on ne s'attroupe pas pour aller pêcher, on peut aller pêcher dès lors que l'accès des plages est autorisé par exemple, mais le long des ruisseaux, des fleuves également. Si l'eau est accessible, la pêche est possible. Dans le cas contraire, la pêche n'est pas possible. L'interdiction d'accès aux plages, plans d'eau et lacs qui a été visée donc, et selon les demandes des maires, permet également à l'ensemble de celles et ceux qui veulent pratiquer la pêche de pouvoir le faire sans aucune difficulté. Ensuite et enfin,
de très brièvement la reprise progressive de l'ensemble des activités, donc commerciales, entrepreneuriales, etc., conduit aussi inévitablement à ce que l'ensemble des services, que ce soit de la DREAL, mais aussi de la DDCS, de la DDTM, mais aussi des forces de l'ordre, de reprendre leur activité de contrôle. Alors il ne s'agit pas, bien évidemment, d'ajouter une couche d'ennui à celles et ceux qui en ont déjà. Ce n'est pas ça du tout. Il s'agit d'accompagner les entreprises, parce que les contrôles font partie aussi de la vie des entreprises, de les accompagner pour cette reprise, mais aussi d'éviter qu'il y ait parfois de la concurrence déloyale, parce qu'on a pu détecter ça et là quelques-uns qui ont voulu profiter de la crise pour améliorer leur chiffre d'affaires en créant de la concurrence totalement déloyale. Ensuite et enfin, les forces de l'ordre ont relevé une baisse très significative sur l'ensemble du périmètre police et gendarmerie des atteintes aux biens, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup moins de cambriolages, beaucoup moins de vols, pour autant une hausse très significative des violences intrafamiliales, mais ça vous le savez, on l'a déjà dit, on l'a déjà noté. Il y a des travaux extrêmement conséquents qui sont menés avec la déléguée aux droits des femmes, avec la DDCS, sous l'égide de ma directrice de cabinet, des travaux qui ont été menés depuis le mois de septembre, qui continuent, qui s'accélèrent et qui portent leurs effets sur le terrain. Et on en est particulièrement content. Enfin, avant de passer aux remerciements et aux questions, vous savez que le Premier ministre l'a annoncé, les préfets de département doivent organiser ce qu'on appelle des collègues, c'est-à-dire en fait des comités locaux de déconfinement. Et donc, je tenais à le dire, à compter de lundi, une note de service sortira pour rebaptiser en fait ce que nous avons mis en place dès le début du mois de mars, c'est-à-dire des réunions bi-hebdomadaires avec les parlementaires et le président des maires, des réunions quasi journalières avec chacun des groupes de travail, mais tout ça sera rebaptisé sous l'égide du COLEC ou des COLEC, de toute façon à ce que nous correspondions exactement à ce qui est demandé par Paris. Et tout ça sera animé bien évidemment par le préfet, mais aussi par l'ensemble des sous-préfets d'arrondissement, l'idée étant que l'ensemble des acteurs, qu'ils soient du public, qu'ils soient du privé, et qu'ils soient des élus, qu'ils soient des entreprises, etc., soient au courant de ce qui se fait sur le terrain. Mais je crois, grâce à une communication assez proactive, et je remercie Arnaud et son équipe de la préfecture, je pense que les choses sont déjà bien connues sur le territoire morbihanais. Pour conclure et vous remercier, grâce à la mobilisation de tous, à commencer par les soignants, qu'ils soient de l'hôpital public ou privé, notamment à Vannes, où la collaboration du CHBA et la clinique Océane est assez exceptionnelle, qu'ils soient du monde libéral, et je salue tout particulièrement le président de l'Ordre des médecins, de l'ADPS et de l'URPS, ainsi que les laboratoires, ambulanciers, comme de l'ensemble des personnels investis dans le milieu médico-social. Grâce à eux, mais aussi grâce aux élus, que je salue très chaleureusement et très sincèrement pour leur mobilisation sans faille au quotidien. Je pense évidemment aux maires, à leur président, M. Blenven, président de l'Association des maires, mais aussi au président de l'Association des maires ruraux, au président des agglomérations et des intercommunalités, aux élus départementaux, au président du conseil d'administration du SDIS, à ces personnels qui se sont pleinement investis et qui continuent de le faire à nos côtés. Je salue et remercie aussi le président du département, M. Goulard, avec qui nous travaillons main dans la main au quotidien sur de très nombreux sujets. Avec la région, son président bien sûr, mais aussi Mme Andro et Gaël Le Saout, qui s'investit également énormément. Et nous sortons d'une réunion où elle a encore fait une longue intervention auprès des entreprises. Je voulais vous dire merci. Merci pour votre collaboration, merci pour votre participation qui fait vraiment plaisir et comme le disait tout à l'heure le président de l'Association des maires, c'est vraiment un réel bonheur que d'avoir une cohésion telle que nous la voyons aujourd'hui et une efficacité telle que nous la retrouvons sur le terrain. Je n'oublie pas, parce qu'il ne faut surtout pas les oublier, l'ensemble des services administratifs et opérationnels des collectivités, quelle que soit leur taille, qui jour après jour se démettent pour maintenir un service public de proximité et de grande qualité. Enfin, je remercie très vivement nos parlementaires, députés et sénateurs qui, par leur fidélité aux réunions bi-hebdomadaires et leur questionnement, participent à dynamiser les dossiers et faire bouger les lignes. Enfin, pour terminer, je remercie mes collègues, bénévoles et l'ensemble des fonctionnaires, quelle que soit la fonction publique et quelle que soit leur direction, qui œuvrent au quotidien, depuis chez eux ou depuis leur bureau, pour assurer tous les jours un service public de très grande qualité, malgré l'épidémie et malgré les contraintes familiales que cela leur impose. Je suis désormais, avec mes collègues et collaborateurs, disposé à répondre à l'ensemble de vos questions. Y en a-t-il?
Concernant les plages, est-ce que le nombre de 62 plages et de 15 communes est appelé à évoluer en cours de journée? Il a déjà évolué, mais je laisse mon secrétaire général vous dire d'abord comment nous avons procédé et comment nous allons continuer à procéder. Guillaume. Je pensais à reprendre la question par Donc la question c'est sur le nombre de plages qui sont déjà autorisées et si ce nombre va augmenter. Donc effectivement, hier soir, nous avions validé les premiers dossiers. Il faut savoir qu'il y a environ 62 communes qui ont un enjeu littoral, plus des communes intérieures pour les lacs et les plans d'eau. Dès le départ, la règle, elle était simple, c'est interdit, sauf si le maire demande une dérogation. Et qu'est-ce qu'il devait y avoir dans cette dérogation? Eh bien, les conditions pour que l'ouverture de cette plage permette de respecter les mesures sanitaires. C'est vraiment ça l'enjeu. Donc dès le départ, on a fait une grande concertation, comme on avait fait sur les marchés d'ailleurs, avec l'ensemble des maires. Donc on a fait je me tourne vers le président des maires, parce qu'il y était une audioconférence avec tous ces maires, et on a travaillé ensemble sur la forme, qu'est-ce que devaient contenir ces demandes de dérogation pour pas qu'il y ait des allers-retours incessantes et que dans une commune on propose une version, dans une autre version, enfin bref, qu'il y ait quand même une vision coordonnée, d'autant plus que souvent les plages concernent plusieurs communes, ou en tout cas il y a une vraie proximité. On a donc mis en place un dispositif robuste et simple où les communes savent comment nous demander. On a ouvert 3 options pour les maires, à charge aux maires de choisir celle sur laquelle ils se sentaient le plus à même de faire respecter ces gestes barrières. Une première option, c'est uniquement les activités nautiques, avec finalement une traversée de la plage pour conduire à ces activités nautiques. Une deuxième option, c'est ce qu'on a appelé la plage dynamique. C'est clairement une plage où on peut aussi faire des activités nautiques, mais évidemment tout ce qui est activité dynamique, sportive, individuelle, marche, promenade, baignade, mais sans stationnement sur la plage. On ne peut pas se regrouper pour jouer aux cartes, pour lire, pour pique-niquer ou pour d'autres activités statiques. Et puis la troisième option, qui était la plus exigeante en matière d'organisation, c'était un peu la plage normale où on peut s'installer en respectant de toute façon les règles générales, c'est-à-dire pas de regroupement de plus de 10 personnes. On a reçu, à l'heure actuelle, plus de 25 dossiers. Alors ça continue à arriver, et donc on a étudié tous les premiers dossiers qu'on avait reçus très rapidement pour pouvoir, dès hier soir, donner le feu vert à 15 communes. Ce qui est intéressant à noter, c'est que pour l'instant, toutes ces communes nous ont fait des demandes de plages dynamiques ou uniquement d'activités nautiques, mais très très majoritairement de plages dynamiques. On voit bien qu'il y a un vrai souci de progressivité dans l'ouverture des plages, et on répond bien sûr à la demande première de la population, c'est de pouvoir s'aérer, de pouvoir marcher sur les plages, ou de pouvoir pratiquer les activités nautiques. On va tous les jours, en fonction des dossiers qu'on aura reçus, analyser. On peut aussi avoir un échange avec le maire lorsqu'il y a des enjeux qui ne nous semblent pas suffisamment pris en compte. Augmenter ce nombre. Donc dès aujourd'hui, on a d'autres dossiers qui sont prêts. La commune de la Trinité, par exemple, son dossier a été accepté, et donc on va l'accepter dans l'arrêté qu'on prendra aujourd'hui, mais il y a d'autres communes également. Donc voilà en gros l'enjeu qui est le nôtre, et c'est vraiment de faire une prise en compte raisonnable, organisée de ces ouvertures de plage, parce que évidemment le risque, c'est d'abord que ce soit désorganisé, que donc il y ait du Covid qui se développe et une fermeture des plages, mais au-delà de la fermeture des plages, sans doute des conséquences plus importantes. Donc c'est la dernière chose qu'il faut dire, c'est que bien sûr c'est la responsabilité des maires, bien sûr c'est la responsabilité de la préfecture, et on travaille très bien ensemble, mais c'est avant tout la responsabilité de tous ceux qui vont aller sur ces plages. On doit avoir un comportement raisonnable sur la plage comme on l'a en ville. C'est pas parce qu'on est sur la plage avec l'esprit des vacances que tout doit redevenir permis et qu'on ne doit plus respecter les règles. Donc c'est vraiment le message important que je voulais passer en conclusion. Donc oui, pour répondre très concrètement, d'autres plages seront ouvertes dès aujourd'hui. Aucune commune n'a demandé l'option 3 ? Pour l'instant, on n'a aucune commune qui ont demandé l'option 3 dans les dossiers qu'on a reçus, mais certaines avaient envisagé. Néanmoins, comme je l'ai dit, il faudra que derrière, il y ait un dispositif robuste pour faire en sorte que ce soit respecté. Nous avons reçu plusieurs questions de personnes qui sont à mobilité réduite et qui disent « mais est-ce que les plages sont du coup accessibles pour nous ?»
Est-ce qu'il y a une tolérance quand on est dans une plage dynamique, une personne qui a du mal à bouger, à se mouvoir, peut accéder aux plages sans problème? Alors, pour les personnes à mobilité réduite, dès la période de confinement, il y avait des mesures adaptées. Hein, ça a été le cas, il y avait notamment une attestation adaptée pour voilà, les personnes qui souffraient de handicap, et les personnes qui avaient des difficultés à se déplacer avaient également des tolérances. L'idée, c'est bien sûr qu'il n'y ait pas de risque sanitaire. Donc, une personne qui souffre d'un handicap, etc., forcément doit avoir des conditions adaptées, mais ça ne doit pas pour autant l'exposer plus que les autres personnes. C'est vraiment ça l'enjeu. D'autres questions? Une dernière question, encore sur les plages. Elles ferment le soir, j'allais dire entre guillemets, à partir de certaines heures, elles ne sont plus accessibles. Il y aura Alors, c'est une très bonne question. Effectivement, la concertation a très clairement fait apparaître le souhait assez massif des maires que les plages ne soient ouvertes que la journée. Et donc, pour l'instant, les demandes qu'on reçoit, c'est l'ouverture dans la journée. Vous avez raison de faire préciser. Et quand on dit dans la journée, c'est de quel horaire? Alors, c'est en général 8h-20h, c'est l'ouverture. Y a-t-il d'autres questions? Pour la présence, est-ce qu'il est autorisé d'être jusqu'à 10 personnes à bord d'un bateau, c'est ça? On peut inviter des amis, parce que j'ai vu dans d'autres départements, ça, j'ai polémique là-dessus. En fait, nous, on applique les règles générales en essayant de faire en sorte que ce soit le plus simple et le plus clair pour les usagers. La règle, c'était 10 personnes. Et donc, dans l'espace public, c'est 10 personnes qui peuvent être de différentes familles, de différents groupes. Donc là, c'est la même règle qui s'applique. Avez-vous d'autres questions? Plutôt par rapport à la situation sanitaire, notamment dans les écoles, on a vu dans d'autres départements des enfants qui ont été contaminés. Est-ce que dans le Morbihan, c'est le cas et quel dispositif va être mis en place dans ces écoles-là? Madame Favreau. Donc le protocole sanitaire est très clair. Il prévoit les conduites à tenir si un élève manifeste des symptômes alors qu'il est à l'école, même chose pour un adulte, ou si nous avons connaissance, parce que la famille nous en informe, qu'un enfant de retour à la maison un mercredi ou un week-end manifestait des symptômes qui pourraient faire penser au Covid, même chose pour un adulte. Donc on a un travail très précis avec l'ARS qui s'enclenche dès lors qu'il va y avoir nécessité d'un test. Dès le retour d'information de ce test, si le test est négatif, aucun problème. Si le test est positif, nous avons un devoir de communication et d'information à l'ensemble des personnes qui étaient présentes dans l'école, les autres camarades, les adultes, et nous travaillerons là-dessus. C'est un protocole qui ressemble exactement, bien que ce ne soit pas du tout la même maladie, lorsque nous avons des cas de méningite dans les écoles, c'est des procédures que nous mettons très régulièrement en œuvre avec l'ARS, avec une communication qui est toujours très fluide et qui est très installée. D'ailleurs, les médecins de santé scolaire l'ARS et également les professionnels de la PMI sont actuellement en réunion, en audioconférence pour travailler ce sujet-là et déterminer des procédures communes et encore plus rapprochées. Il y a des écoles qui sont déjà concernées depuis la rentrée? Nous avons des écoles dans lesquelles des enfants ou des adultes contacts de personnes ont développé des symptômes qui pourraient laisser penser à. Là, il n'y a pas nécessité de fermer l'école. Les enfants qui ont fréquenté, les adultes qui ont fréquenté l'enfant qui présente des symptômes ou l'adulte qui présenterait des symptômes sont clairement identifiés, puisque les groupes sont stables. De jour en jour, ils sont stables. Les lieux dans lesquels ils ont été sont aussi identifiés. Les salles, les sanitaires, l'espace de restauration. Donc, nous attendons le résultat du test. Si le test, enfin, il n'y a rien à faire avant d'avoir le résultat du test, puisque tout est cloisonné, c'est bien la raison de la structuration des espaces et ces groupes d'élèves par groupe de 15 maximum, et 10 en maternelle. Merci beaucoup. D'autres questions? Non. Bon, le principe de base que nous avons essayé de développer avec l'ensemble des collègues
sous-préfet et directeur, c'est la simplicité, la lisibilité, de façon à ce que ce soit extrêmement aisé à mettre en œuvre pour toutes les populations, pour tous les publics. J'en appelle maintenant à la responsabilité des parents, notamment, puisqu'on voit sur les réseaux sociaux des appels à de grands apéros entre étudiants, entre lycéens, ça et là. On en a détecté quelques-uns pour vendredi, pour samedi. Je leur demande d'éviter que ces enfants se mobilisent pour ces apéros qui sont bien trop tôt dans l'agenda. Il ne faut pas que, parce qu'on a voulu aller trop vite, nous replongions dans un confinement qui reprendra plusieurs semaines et qui mettra à terre l'économie de notre territoire et surtout en danger la santé de nos citoyens et concitoyens. Donc, de grâce, faites en sorte que vous puissiez convaincre vos enfants de l'intelligence de la situation, de leur compréhension, mais aussi de leur mobilisation pour ne pas se rendre sur ces lieux-là. Ils ont temps, on va attendre le 2 juin, d'accord, pour qu'ils puissent sortir, qu'ils sont plus exhaustifs, ils ont le droit d'aller se promener, etc. Mais de là à aller faire des fêtes à plusieurs dizaines, comme c'est le cas dans certains appels, c'est totalement contre-productif et ils risquent justement de se priver de vacances aussi. Puisque si la maladie devait repartir, eh bien évidemment les conséquences seraient sûrement de décaler également l'ouverture de tout ce qui pourrait l'être dès le 2 juin ou dans les jours et les semaines qui suivent. Donc là il y a un vrai risque, et donc nous l'anticipons, mais nous allons nous faire confiance parce que nous l'avons fait dans la première phase et les gens ont particulièrement bien respecté les mesures de confinement. Et donc ce dernier appel est un appel, ou un rappel plutôt, pour que celles et ceux qui languissent eh bien, attendent encore un peu avant de faire la fête et de célébrer un peu trop tôt ce qui, pour le moment, n'est qu'une situation temporaire où il y a un plateau et l'idée c'est que nous descendions en dessous du plateau avant d'aller faire la fête.